Il y a 100 ans naissait un conflit régional qui allait rapidement devenir un des plus complexes et controversés au monde. Un conflit entre deux peuples très différents pour un même territoire. Afin de comprendre ses raisons et ses enjeux, retraçons sur carte le conflit israélo-palestinien. Nous sommes en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Les empires centraux sont opposés à la Triple Entente et à leurs alliés. Les deux côtés essuient de nombreuses pertes et de nouveaux soutiens sont les bienvenus. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre un soutien du mouvement sioniste. En parallèle, les Britanniques tentent d'affaiblir l'Empire ottoman en poussant les Arabes à la rébellion et en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, l'Empire ottoman est vaincu et ses terres sont partagées par les puissances européennes. Les Britanniques donnent ensuite plus d'indépendance aux Arabes en Irak et en Transjordanie. C'est dans ce qu'il reste de la Palestine que le Royaume-Uni veut créer un foyer national juif, alors que la communauté juive y est largement minoritaire. Mais l'immigration prend rapidement de l'ampleur suite à la situation tendue en Europe et plus particulièrement en Allemagne où le parti nazi antisémite arrive au pouvoir. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le Royaume-Uni et la France réagissent en lui déclarant la guerre, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 5 ans, le conflit fait plus de 60 millions de morts, dont près de 6 millions de juifs visés par la Shoah. Dès la sortie de la guerre, l'immigration juive vers la Palestine prend de l'ampleur et augmente les tensions avec les Arabes. Dépassés par la situation, les Britanniques entament leur retrait de la zone. L'ONU prend le relais et propose de diviser la région en 2 États, avec Jérusalem en zone internationale. Le projet est accepté par les sionistes, mais rejeté par les Arabes palestiniens. S'ensuit une guerre civile entre les deux communautés. La Ligue arabe met en place une armée de libération composée de quelques milliers de volontaires qui combat les sionistes. En face, les Juifs organisent leur défense en formant militairement la population et en envoyant des agents en Europe pour récupérer des stocks militaires de la Seconde Guerre mondiale et signer des contrats d'armement. Le 14 mai 1948, le Royaume-Uni termine son retrait de Palestine. Les Juifs proclament alors l'indépendance de l'État d'Israël. En réaction, la Ligue arabe lui déclare la guerre. Pendant le conflit, 2 trêves vont permettre à l'armée israélienne de se renforcer et de progressivement prendre le dessus. Finalement, des accords d'armistice sont signés, Israël s'empare de nouveaux territoires, dont l'ouest de Jérusalem. L'Égypte reçoit la bande de Gaza et la Cisjordanie est annexée à la Transjordanie pour former la Jordanie. Ce conflit aura provoqué de nombreux déplacements de population. D'une part, plus de 700 000 Arabes ont été chassés ou ont fui les territoires israéliens vers des camps de réfugiés. D'autre part, les communautés juives des pays arabes, parfois vieilles de plus de 2000 ans, sont chassées et vont se réfugier en Israël ou en Europe. Enfin, de nombreux Juifs européens sont rassurés par la victoire d'Israël et choisissent de s'y installer. En 1967, suite à des tensions entre Israël et ses voisins, le pays déclare la guerre à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. En 6 jours, Israël s'impose et triple son territoire en s'emparant du Sinaï égyptien, du plateau du Golan syrien et de la Cisjordanie. Des colons israéliens commencent alors à s'installer sur les territoires palestiniens. L'ONU réagit et adopte la résolution 242 qui condamne l'occupation israélienne. 6 ans plus tard, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise pour tenter de récupérer leurs terres. Dans un premier temps, l'armée israélienne est mise en déroute et ne peut repousser l'attaque. Dans un climat de guerre froide, l'URSS et les pays arabes soutiennent l'offensive, tandis que les USA envoient en urgence par avion 22 000 tonnes d'armement à Israël. L'armée israélienne reprend le dessus et repousse encore un peu plus les frontières. Après un cessez-le-feu, les pays arabes exportateurs de pétrole décident de punir les USA et les alliés d'Israël en augmentant de 70% le prix du baril et en diminuant la production de 5%.
C'est le premier choc pétrolier. Israël est mis sous pression internationale et rend le Sinaï à l'Égypte et une partie du Golan à la Syrie. Mais il conserve son contrôle sur les territoires palestiniens où la colonisation s'accélère, surtout à Jérusalem-Est. En 1980, Israël proclame Jérusalem comme sa capitale indivisible. Mais cette décision est condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En Cisjordanie, la tension monte aussi autour de l'approvisionnement en eau. Israël a la main mise sur les sources et la distribution est très inégale entre les colonies et les Palestiniens. En 1987, la population palestinienne se révolte et descend dans la rue, principalement armée de pierres. C'est le début de la première intifada, terme arabe qui signifie soulèvement. Dans ce contexte, naît le Hamas, un mouvement islamiste palestinien qui combat Israël. Alors que l'Organisation de libération de la Palestine, une organisation mise en place en 1964 par la Ligue arabe et exilée à Alger, proclame le 15 novembre 1988 l'indépendance de l'État de Palestine. Jérusalem en est aussi la capitale. La Palestine sera progressivement reconnue par 136 États. Après 6 ans de conflit, une paix fragile est signée avec les accords d'Oslo qui prévoient une reconnaissance mutuelle et les bases pour l'autodétermination de la bande de Gaza et de Jéricho dans un premier temps. En 1995, un plan de partage de la Cisjordanie est signé. Il prévoit des zones sous contrôle palestinien, des zones mixtes et le reste sous contrôle israélien. Mais les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certains sujets épineux tels que le statut de Jérusalem ou le retour des nombreux réfugiés palestiniens. Les négociations deviennent un échec et les violences reprennent de plus belle. À Jérusalem, la visite du chef de l'opposition israélienne sur l'esplanade des mosquées, lieu saint des musulmans, est l'étincelle qui déclenche la seconde intifada, marquée par de nombreux attentats suicides. Israël est à nouveau en difficulté. Pour se protéger, le pays entame la construction d'un mur en Cisjordanie, mais en profite pour empiéter sur les territoires palestiniens. Ce mur est déclaré illégal par la Cour internationale de justice. Alors, pour tenter de calmer le jeu, le gouvernement décide en 2005 de supprimer les colonies juives de la bande de Gaza, mais conserve son contrôle sur les frontières. Dans les années qui suivent, les tensions vont surtout se concentrer autour de la bande de Gaza et principalement contre le Hamas qui en a pris le contrôle. Israël impose alors un blocus contre la région. En face, le Hamas tire régulièrement des roquettes vers les territoires israéliens. En conséquence, plusieurs affrontements y ont lieu, jusqu'au plus violent en 2014. L'aviation israélienne pilonne la région et détruit 50 000 maisons, une centaine d'écoles, une dizaine d'hôpitaux et l'unique centrale électrique. La population qui est coincée dans l'enclave se retrouve en situation de désastre humanitaire. Aujourd'hui, la situation reste compliquée et une paix durable semble difficile à trouver. D'une part, la Cisjordanie est désormais morcelée entre villes et villages palestiniens et plus de 150 colonies. Y trouver un accord y paraît plus compliqué que jamais. Il y a ensuite le statut de Jérusalem. Les deux parties considèrent la ville comme leur capitale. Or, les USA viennent d'annoncer qu'ils vont y installer leur ambassade, reconnaissant de facto la ville comme la capitale d'Israël. Cette décision a été condamnée par l'ONU à une large majorité, alors que les Palestiniens ont annoncé que les États-Unis n'ont plus leur rôle de médiateur dans le processus de paix qui semble désormais être au point mort.